Bonjour. Nous allons comparer aujourd'hui les deux méthodes d'application du théorème de Gauss, c'est-à-dire la méthode intégrale et la méthode locale. Je vais prendre l'exemple d'une sphère de centre O, de rayon R1. Cette sphère chargée en volume, donc elle porte une charge Q répartie uniformément sur le volume à une densité volumique ρ. Et une sphère creuse de même centre que la première sphère. Cette sphère creuse de rayon interne R1, de rayon externe R2. Elle porte aussi une charge volumique. En tout, c'est une charge moins Q, répartie aussi sur tout le volume, avec une densité volumique de charge ρ2. Ici c'est ρ1, ici c'est ρ2. Ces deux sphères sont entourées par une troisième sphère de centre O, de rayon R3. C'est une coquille sphérique qui porte la charge totale Q répartie uniformément sur la surface à la densité surfacique de charge sigma. Donc c'est un cas, comme vous remarquez, donc il est un peu compliqué, mais c'est important de le résoudre pour comprendre le théorème de Gauss sous ces deux formes, intégrale et locale. Commençons donc par la forme intégrale. Bien sûr, lorsque j'applique le théorème de Gauss sous sa forme intégrale, c'est-à-dire que le flux qui est égal à l'intégrale double E ds est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss divisé par epsilon 0. On commence, comme d'habitude, par le choix du système de coordonnées. Ici, ce sont des sphères concentriques, donc le système possède un centre de symétrie. C'est pourquoi on va travailler dans le système de coordonnées sphériques. Les plans de symétrie. Bien sûr, pour une sphère chargée uniformément, il y a le plan dont on coupe la sphère comme ça. C'est le plan M, UR, Uθ. C'est le plan du tableau, bien sûr, le système de coordonnées sphériques. Pour un point M quelconque, c'est le UR, Uθ et le UφI qui est orthogonal au plan du tableau. Le UR Uθ, c'est le plan du tableau qui coupe le système en deux. Et le plan UR UφI, c'est un plan comme ça, qui coupe la distribution en deux parties égales. Donc ça, c'est un plan de symétrie, où le MUR UφI, c'est aussi un plan de symétrie. Donc, bien sûr, le champ E, il est porté par l'intersection de ces deux plans, donc il est porté par UR. Pour les invariances, on dit que toute rotation d'un angle θ laisse une distribution invariante, c'est une rotation comme ça, et toute rotation d'un angle φ aussi laisse une distribution invariante, c'est-à-dire que le champ E ne dépend pas de θ et ne dépend pas de φ. C'est-à-dire que le champ E, il dépend seulement de R. Donc finalement, il dépend de R, porté par UR. La surface de Gauss, bien sûr, puisqu'on travaille au système de coordonnées sphériques. Donc la surface de Gauss est une sphère de centre O et de rayon petit r. Bien sûr, le rayon petit r, c'est la distance OM. Donc c'est un rayon variable suivant la position du point M. Cinquième étape, donc c'est le calcul du flux. Le flux, c'est l'intégrale double de E ds, c'est-à-dire
le champ E dépend de R porté par UR, et le ds pour la sphère, l'élément de surface sur la partie extérieure de la sphère, c'est le R carré sinus θ dθ dφ fois UR. Bien sûr, UR scalaire UR c'est égal à 1. Les variables d'intégration sont θ et φ. Tout ce que ne dépend ni de θ ni de φ, on peut le faire sortir des intégrales. Donc, le R carré ou le E qui dépend de R, on peut les faire sortir de l'intégrale. Il me reste donc l'intégrale de sinus θ dθ et l'intégrale de dφ. Dφ, bien sûr, comme d'habitude, de 0 à 2π. Ou θ de 0 à π, c'est juste une rotation sur un demi-cercle. Cette intégrale est égale à 2, cette intégrale est égale à 2π, donc c'est égal à 4π r carré fois. C'est le flux à travers la surface fermée de Gauss qui est une sphère de centre O et de rayon R. Maintenant on passe à la dernière étape, c'est l'application du théorème de Gauss. Pour appliquer ce théorème, on peut distinguer ici plusieurs cas. Le point N, il peut être à l'intérieur de la sphère interne, c'est-à-dire le rayon R. Le rayon R est inférieur à R1. Le point N, il peut aussi être entre R1 et R2. Il peut être entre R2 et R3. Il peut être donc entre R1 et R2, R2 et R3. Il peut être comment R1, R là. S'il y a une petite faute, ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est R3, et ça c'est R4. Donc, entre R3 et R4, ou bien le point M, il est totalement à l'extérieur. Donc, on distingue ici 5 cas. Pour le premier cas, c'est une sphère de centre O de rayon R. C'est une sphère comme ça. Donc, lorsque je parle de la somme des charges intérieures à cette sphère, c'est-à-dire, je parle des charges qui sont ici, qui sont comprises entre le centre et la sphère de rayon R. Bien sûr, entre la sphère de rayon R et la sphère de rayon R1, il existe des charges, mais ce sont des charges extérieures à la surface de Gauss, donc on ne les utilise pas dans le calcul du théorème de Gauss. Donc, pour le premier cas, lorsque le point M est à l'intérieur, c'est-à-dire que R est inférieur à R1, dans ces conditions, somme des charges intérieures est égale à l'intégrale triple ρ1 fois dτ, c'est-à-dire donc l'intégrale triple ρ1 r carré dr sinus θ dθ dφ. ρ1 c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc il me reste l'intégrale de r carré dr, l'intégrale de sin θ dθ et l'intégrale de dφ entre 0 et 2π, entre 0 et π. Au rayon, bien sûr, c'est entre 0 et petit r. Entre petit r et R1, les charges sont extérieures. Donc, c'est égal à ρ1 fois r au cube sur 3 fois 2 fois 2π, c'est-à-dire 4π sur 3 ρ1 fois r au cube. Donc, puisque les charges dans les trois sphères dépendent de la même variable Q, donc c'est mieux d'exprimer les densités de charge ρ1, ρ2 et sigma en fonction de Q. C'est mieux donc pour trouver les simplifications convenables. Donc, le ρ1 en fonction de Q, c'est quoi le ρ1? Le ρ1, c'est la densité volumique charge à l'intérieur de la première sphère, c'est-à-dire que la charge totale de la première sphère,
c'est le triple intégral de ρ1 fois les taux. C'est ρ1 fois r carré dr sinus θ dθ dφ entre 0 et 2 pi, entre 0 et pi, et le r, c'est entre 0 et R1, parce que la charge Q, c'est toute la charge de cette sphère. Donc, c'est égal au ρ1 fois R1 cube sur 3 fois 2 fois 2pi, c'est égal à 4 tiers pi ρ1 R1 au cube. Donc, le ρ1 est égal 3 cubes sur 4 pi R1 au cube. Par suite, cette somme des charges intérieures, c'est égal à 4 pi sur 3, ρ1 c'est-à-dire 3 q sur 4 pi R1 au cube fois R au cube, c'est-à-dire, en simplifiant le 4 pi et le 3, q fois R au cube sur R1 au cube. Dans ces conditions, en appliquant le théorème de Gauss, le flux, ce flux qui est égal à 4 pi R carré fois E, est égal à la somme des charges intérieures divisé par epsilon 0, c'est-à-dire que le champ E est égal Q sur 4 pi R1 au cube epsilon 0 fois petit r. Voilà, j'ai simplifié donc le R carré. Donc, à la fin, j'ajoute je vais donner donc l'expression vectorielle de E. Donc, il faut ajouter le vecteur unitaire trouvé en étudiant les plans symétriques de la distribution. Donc, le champ E, c'est égal Q sur 4 pi epsilon 0 R1 au cube fois petit r. Et c'est bien sûr pour le premier cas. Pour le deuxième cas maintenant. Pour le deuxième cas, qu'est-ce qui va changer? Le deuxième cas, lorsque R est comprise entre R1 et R2, dans ces conditions, ce sont des charges intérieures, on doit juste changer les bornes de cette intégrale. Parce que pour une surface de Gauss comme ça, les charges intérieures sont comprises entre 0 et R1. Entre R1 et petit r, pas de charge. Pas de charge. Donc cette intégrale, c'est entre 0 et R1. 0 et R1, donc R1 au cube. Et ici aussi, c'est le R1 au cube. Donc, si je veux exprimer donc, la somme des charges intérieures, maintenant, ça c'est l'expression de ρ1, elle reste toujours comme ça. Si je veux exprimer la somme des charges intérieures en fonction de Q, je remplace ici par R1 au cube. Donc c'est logique que je trouve que la somme des charges intérieures est égale à Q. Et c'est très logique puisque cette sphère de rayon R1, elle porte la charge totale Q. C'est vrai qu'elle est répartie uniformément en volume. Donc, avec la densité volumique ρ1, mais la charge totale, c'est bien évidemment Q. Donc, en appliquant le théorème de Gauss, je trouve que le champ E, c'est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré fois R. Ça, c'est le deuxième cas. Pour le troisième cas maintenant, lorsque le point M est ici, donc les charges intérieures, où sont les charges intérieures? Ce sont les charges intérieures à la sphère de Gauss, cette sphère de Gauss, c'est-à-dire ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la sphère de rayon R1 plus ces charges-là. Ces charges qui se trouvent entre
R2 et petit r. R2 est le rayon de la sphère de Gauss. Les charges qui se trouvent entre petit r et R3, ils sont extérieurs à la surface de Gauss. Donc, je ne considère pas les charges qui se trouvent ici. Je considère seulement les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, pour le troisième cas, lorsque R entre, R bien sûr c'est la distance au R, c'est entre R2 et R3, dans ces conditions, somme des charges intérieures est égale à quoi? La somme des charges intérieures ici, c'est les charges qu'on a déjà calculées tout à l'heure dans le deuxième cas. Donc c'est la charge Q totale qui se trouve à l'intérieur de cette sphère, plus la partie qui se trouve ici. Donc c'est Q plus le triple intégral de ρ2 fois R carré dr sin θ dθ dφ. Donc, c'est-à-dire Q plus ρ2 fois l'intégrale de R carré dr sin θ dθ dφ entre 0 et 2π, entre 0 et π, et entre R2 et petit r. Donc c'est égal Q plus ρ2 R au cube moins R2 au cube sur 3 fois 2 fois 2π. Bien sûr, pour simplifier davantage, je dois exprimer le Q2 en fonction de Q. On a bien sûr la charge totale dans cette sphère creuse comprise entre R2 et R3. La charge totale c'est moins Q. Le moins Q c'est quoi? C'est le ρ2 fois l'intégrale de R carré dr sin θ dθ dφ 0 de π 0 π, et c'est entre R2 et R3. C'est égal ρ2 R3 au cube moins R2 au cube sur 3 fois 2 fois 2π. Donc le ρ2 est égal moins 3q, le ρ2 est égal moins 3q divisé par 4π R3 au cube moins R2 au cube. Moins R2 au cube. Donc dans ces conditions, somme des charges intérieures pour le troisième cas, c'est le Q moins Q. Je remplace donc le ρ2 par son expression. R au cube moins R2 au cube sur R3 au cube moins R2 au cube. Voilà, 4π et 3 sont simplifiés. Donc, en appliquant maintenant le théorème de Gauss, le flux, c'est-à-dire 4π R carré fois E, est égal à la somme des charges intérieures, c'est-à-dire Q facteur 1 moins R au cube moins R2 au cube divisé par R3 au cube moins R2 au cube divisé par epsilon 0. Donc le champ E dans ces conditions, c'est égal Q sur 4π epsilon 0 R carré, 4π epsilon 0 R carré, facteur 1 moins R au cube moins R2 au cube divisé par R3 au cube moins R2 au cube, le tout est porté par UR. C'est le champ E pour le troisième cas. Pour le quatrième cas maintenant, lorsque le point M se trouve, la distance OM, elle est comprise entre R3 et R4. C'est-à-dire donc que le point M se trouve ici. Dans ces conditions, la sphère de Gauss est comme ça. La somme des charges intérieures, c'est quoi? Ce sont les charges qui se trouvent dans cette sphère
plus les charges qui se trouvent dans cette sphère. Donc, pour ce quatrième cas, lorsque R est comprise entre R3 et R4, bien sûr, je ne peux pas mettre l'égalité ici parce que sur la sphère de rayon R4, la charge elle est surfacique, donc elle est discontinue. Donc, dans ces conditions, somme des charges intérieures, c'est quoi? C'est la charge qui se trouve à l'intérieur de la sphère de rayon R1, plus la charge qui se trouve entre R2 et R3, c'est-à-dire moins plus est égal à 0. Donc, le champ E est égal directement vecteur neutre. Donc, pour le cinquième cas, lorsque R est supérieur à R4, la sphère de Gauss est ici. Donc, les charges intérieures, ce sont les charges qui se trouvent ici, plus les charges qui se trouvent ici, plus les charges qui se trouvent ici. C'est-à-dire que la somme des charges intérieures est égale à Q, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de R1, moins Q, ce sont les charges qui se trouvent entre R2 et R3, plus Q, ce sont les charges qui se trouvent sur cette sphère de rayon R4. Donc c'est égal à Q. Donc, dans ces conditions, en appliquant le théorème de Gauss, 4pi R carré fois E est égal à la somme des charges intérieures divisé par epsilon 0, c'est-à-dire que le champ E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré fois UR. C'est le champ E du cinquième cas. Comme ça, donc, on a bien déterminé l'expression du champ E, en n'importe quel point de l'espace pour cette distribution de charges à l'aide de la forme intégrale du théorème de Gauss. Passons maintenant à la forme locale. La forme locale, elle peut être déduite facilement à partir de la forme intégrale du théorème de Gauss. Théorème de Gauss sur sa forme intégrale, donc c'est l'intégrale double du flux de E, du champ E, c'est l'intégrale double de E ds, est égale à la somme des charges intérieures divisées par epsilon 0. Cette intégrale double à travers une surface fermée, d'après la relation de Green-Ostrogradski, ça peut être écrit donc l'intégrale triple de la divergence de E fois d tout, sur tout un volume, est égal à 1 sur epsilon 0, somme des charges intérieures, c'est le triple intégral de ρ fois d tout. Donc, localement, on a un point bien déterminé pour une partie élémentaire, je peux éliminer donc l'intégrale, donc je trouve que la divergence de E, c'est égal à ρ sur epsilon 0. C'est la forme locale du théorème de Gauss. La divergence, c'est un opérateur mathématique appliqué sur un vecteur. Il dérive les composantes de ce vecteur et le transforme en un scalaire. La divergence n'est demandée de déterminer son expression qu'en coordonnées cartésiennes. Pour les coordonnées cylindriques et sphériques, l'expression de la divergence elle est toujours donnée. Par exemple, en coordonnées sphériques, la divergence de E est égale à 1 sur R carré fois la dérivée de R carré fois E par rapport à R plus une autre composante qui dépend de θ, la dérivée par rapport à θ c'est 0, puisque E dépend seulement de R, plus une autre composante qui dépend de phi. Donc pour nous, dans notre exemple, la divergence de E c'est seulement la 1 sur R carré fois dérivée de R carré fois E fois R. C'est-à-dire, lorsque j'écris la forme locale du théorème de Gauss ici, je peux écrire que la dérivée de R carré fois E par rapport à R, la R carré fois cette dérivée est égale à ρ sur epsilon 0, c'est-à-dire que la dérivée de R carré fois E
par rapport à R, c'est égal rho R carré sur epsilon 0. Sur epsilon 0. Donc je peux utiliser cette formule dans le cas de notre exercice, dans le cas de cet exemple. Comment on applique donc cette forme locale? Ici donc pour la forme locale, on ne s'intéresse pas de les charges qui sont intérieures à la surface de Gauss comme tout à l'heure. On s'intéresse localement au point M, est-ce qu'il y a des charges ou non? Localement. C'est-à-dire, alors bien sûr, pour appliquer même la forme locale du théorème de Gauss, toujours les trois premières étapes, ils sont indispensables, c'est-à-dire, il faut savoir dans quel système de coordonnées on va travailler, il faut déterminer les plans de symétrie des invariances pour constater que le champ E, il dépend seulement de R, il est porté par UR, pour déjà écrire, pour que je puisse donc écrire la divergence de E est égale dérivée de R carré fois E par rapport à R. Donc, dans ces conditions, on a donc dérivé de R carré fois E par rapport à R est égal rho R carré sur epsilon 0. Pour le premier cas, lorsque R est inférieur à R1, lorsque le point est ici. Ici, bien sûr, la densité de charge existe. Au niveau du point M, la densité de charge rho1 existe. Donc, je peux écrire que la dérivée de R carré fois E par rapport à R est égale rho1 fois R carré sur epsilon 0. C'est-à-dire que, je fais la primitive donc des deux côtés, R carré fois E est égal rho1 sur epsilon 0 fois R au cube sur 3 plus une constante, c'est-à-dire que E est égal rho1 fois R sur 3 epsilon 0 plus une constante sur R carré. Plus une constante sur R carré. Donc, il faut bien sûr déterminer la constante K1. On remarque que le champ E ici, lorsque R tend vers 0, cette quantité est nulle, mais cette quantité tend vers plus l'infini, ce qui est impossible parce que le champ E ne peut pas tendre vers l'infini. En plus, au centre de symétrie de la distribution, le champ E il doit être nul. Donc, dans ces conditions, je peux écrire que la constante K1 est égale à 0. Donc, le champ E est égal rho1 fois R sur 3 epsilon 0. Et je peux remplacer le rho1 par son expression, trouvée donc tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé que le Q est égal, on a trouvé tout à l'heure, que le Q est égal rho1 fois 4 tiers pi R1 au cube, c'est-à-dire que le rho1 est égal 3Q sur 4 pi R1 au cube fois R sur 3 epsilon 0, en simplifiant le 3, donc c'est égal Q sur 4 pi epsilon 0 R1 au cube fois petit r. Donc je trouve bien sûr la même expression que tout à l'heure, et je peux écrire que le champ E, le premier cas, est égal Q sur 4 pi epsilon 0 R1 au cube fois R porté par U. C'est la même expression bien sûr trouvée tout à l'heure. Mais pour le deuxième cas maintenant, pour le deuxième cas, lorsque le point M est ici, entre R1 et R2, ici bien sûr, localement pas de charge. C'est pas comme tout à l'heure. Localement ici, il n'y a pas de charge. Donc ici, dans cet intervalle, je peux écrire que la divergence de E est égale à 0. Pourquoi est égale à 0? Parce que ici, dans cet intervalle, il n'y a pas de densité de charge ρ. Donc, pour le deuxième cas,
K, lorsque R entre R1 et R2, localement, pas de charge, c'est-à-dire que la divergence de E est égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée de R carré fois E par rapport à R est égale à 0, c'est-à-dire que le R carré fois E est égal à une constante, et le E est égal à une constante sur R carré. Donc, ici, pour déterminer la constante K2, je peux utiliser la continuité du champ E en R égale R1. Pourquoi le champ E est continu ici? Parce que, bien sûr, la charge est volumique, la charge à l'intérieur de la sphère de l'ion R1 est volumique. Donc, en utilisant la continuité de E en R est égal à R1, c'est-à-dire que le champ E, lorsque R tend vers R1 plus, est égal au champ E, lorsque R tend vers R1 moins, c'est-à-dire que le champ, qu'est-ce que j'ai trouvé tout à l'heure? Donc c'est le Q sur 4pi epsilon 0 R1 en cube fois petit r. C'est le champ E à l'intérieur de cette sphère. Donc juste je remplace le petit r par R1 et c'est égal donc à cette quantité avec kiff petit r est égal R1 est égal à K2 sur R1 au carré. C'est-à-dire que le K2 est égal, bien sûr le R1 simplifie, le K2 est égal Q sur 4pi epsilon 0 et le champ E ici c'est égal Q sur 4pi epsilon 0, Q sur 4pi epsilon 0, R au carré fois UR. C'est le champ E pour le deuxième cas. Pour le troisième cas, ici, le point ici, donc la densité volumique charge, ici, elle existe. La densité volumique charge Rho2, elle existe. Donc, on a trouvé tout à l'heure que le moins Q est égal à Rho2 fois 4 pi sur 3 R3 au cube moins R2 au cube. Moins 2 au cube. C'est-à-dire que le Rho2 est égal à moins 3Q sur 4 pi R3 au cube moins R2 au cube. Bien sûr, je vais utiliser cette expression maintenant aussi. Donc, pour le troisième cas, lorsque R est comprise entre R2 et R3. Donc, la divergence de E est égale à Rho2 sur epsilon 0. Donc, la dérivée de R carré fois E par c'est égal à Rho2 sur epsilon 0 fois R carré. J'intègre R carré fois E par rapport à R est égal à Rho2 R au cube sur epsilon 0 plus une constante K3. Donc le E est égal à Rho2 fois R sur epsilon 0 plus K3 sur R carré. Donc je peux remplacer le Rho2 par son expression et j'utilise la continuité de E en R est égal entre le deuxième cas et le troisième cas, c'est-à-dire en R est égal à R2. Donc le champ E, lorsque R tend vers R2- est égal au champ E lorsque R tend vers R2+. Cette continuité nous permet de trouver l'expression de K3 et de déterminer l'expression du champ E dans ce troisième cas. Quatrième cas maintenant. Quatrième cas, c'est lorsque le R, quatrième cas, lorsque R est compris entre R3 et R4. Nous sommes ici, entre R3 et
4. Ici, bien sûr, pas de charge. Rho est égal à 0, pas de densité de charge. Donc la divergence de E est égale à 0. Maintenant, dérivé de R carré fois E par rapport à R est égal à 0. Et le E, c'est égal à une constante sur R carré. Ici, je vais utiliser la continuité en R est égal à R3. Donc le champ E, lorsque R tend vers R3 moins, est égal au champ E lorsque R tend vers R3 plus. Donc j'utilise cette relation de continuité pour trouver la constante K4 et normalement, lorsque le calcul il est donc convenable, je dois trouver que le champ E pour ce cas-là est égal au vecteur nu. Le problème ici c'est pour le cinquième cas. Pour le cinquième cas, lorsque R est supérieur à R4, c'est quelque chose de différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en passant par cette distribution surfacique charge, le champ E, il est discontinu. Il est discontinu. Donc je ne peux pas utiliser la relation de discontinuité pour trouver la constante. Dans ces conditions, ici, lorsque le point M il est à l'extérieur, pas de charge volumique, la divergence de E est égale à 0. La dérivée de R carré fois E par rapport à R est égale à 0. Donc R carré fois E est égal à K5 et E est égal à K5 sur R carré. Maintenant, je ne peux pas appliquer une relation de continuité, donc je vais utiliser la discontinuité de E en R est égal à R4. La relation de discontinuité, c'est-à-dire que le champ E à l'extérieur, lorsque R tend vers R4 plus, moins le champ E à l'intérieur, lorsque R tend vers R4 moins, est égal à sigma sur epsilon 0. Parce que comme on l'a vu, donc toujours la discontinuité du champ E, en passant par la distribution surfacique charge, quelle que soit sa forme géométrique, elle est toujours égale à sigma sur epsilon 0. C'est-à-dire que le K5 sur R4 au carré, moins 0 est égal à sigma sur epsilon 0, c'est-à-dire que le K5 est égal à sigma fois R4 au carré sur epsilon 0. Dans ces conditions, le champ E qui est égal à K5 sur R carré, donc le champ E, lorsque R est supérieur à R4, c'est égal à K5, c'est-à-dire sigma R4 au carré sur epsilon 0 R carré. Le sigma, c'est quoi en fonction de Q? Pour cette coquille sphérique de l'ion R4, elle porte une distribution surfacique charge Q. Donc, cette charge Q est égale à l'intégrale double de sigma ds, c'est-à-dire c'est le sigma R2 ou le R4 au carré sin θ d phi, c'est-à-dire 4pi sigma R4 au carré. Donc, le sigma est égal à Q sur 4pi R4 au carré. Et le champ E, finalement, en remplaçant sigma par son expression, Q sur 4pi epsilon 0 R carré fois ER. Donc, si la distribution de charge est volumique, on utilise la continuité. Si la distribution de charge est surfacique, on utilise de la discontinuité. Et on remarque qu'on trouve toujours le même résultat. Et merci pour votre attention.